Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Dans la mesure où nous avons vu les notions d'amour et de sexualité chez les primaires, il serait logique à présent de se pencher sur un autre sujet qui lui est lié, celui de la beauté et, par voie de fait, celui des arts. Le ressenti de la beauté chez les primaires est quelque chose qui s'est avéré très différent d'une région sur l'autre, voire même parfois d'un pays sur l'autre. On aurait pu penser que cela serait en lien avec les variations environnementales, mais comme nous allons le voir, il en a été tout autre. Même si l'un des facteurs d'importance concernant le ressenti de la beauté était la santé, une personne qui paraissait de bonne constitution était considérée comme plus belle, d'autres facteurs rentraient en ligne de compte, dont notamment les indicateurs de notre utilité sociale. Je précise avant d'aller plus loin que je parle de la beauté physique d'une personne au sens large, donc sur le plan esthétique mais également en termes d'attirance. Le ressenti de la beauté d'une personne vis-à-vis de son rôle dans la société était, vous vous en doutez, directement en lien avec les genres. Et je parle bien là uniquement des genres. L'étiquette n'entrait jamais en compte à ce niveau car, en plus d'être plus abstrait, elle est apparue assez tardivement. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur le sujet afin de vous inviter à consulter le site genderlabel.com. Il s'agit d'un site de type wikiblog qui recense les principes autour des genres et étiquettes de l'époque primaréenne, en les comparant à notre monde actuel, et il comporte justement plusieurs articles sur la beauté par le prisme des genres. Alors, du coup, pour revenir là-dessus, et pour vous donner quelques exemples, tout pays confondu, il était considéré comme très attirant pour un ou une soldat de porter des cicatrices ainsi qu'une musculature importante. En revanche, toute marque de combat incapacitante était, elle, vue comme plutôt repoussante. La perte d'un membre, d'un œil, etc. En gros, dès lors que la marque diminuait les capacités du combattant. A l'inverse, une ou un conteur était plus attirant s'il possédait un corps frêle qui garantissait son manque d'exercice, et surtout des mains fines et immaculées de tous travaux manuels. Un bâtisseur, quant à lui, attirait aussi par ses mains, mais dans le registre inverse. Plus elles étaient trapues et burinées, et plus il devenait séduisant. Sa musculature pouvait jouer aussi quand elle transmettait un sentiment de solidité, en tout cas plus que de puissance. Ces exemples sont légion dans bon nombre d'écrits primaréens, et notamment dans les histoires des conteurs de cette époque. Tenez, nous avons là une parfaite démonstration avec l'un des poèmes de Scrisum Aspinarius, où ce dernier nous fait part de son attirance pour une soldat de son pays. Je cite « L'instant où je ferme les yeux est celui que j'attends chaque jour. Dans le néant de ma vue se dessinent les multiples bosses de ses muscles. Je perçois les arbres que la puissance de ses bras pourrait fracasser. Les coupes de sa peau sont comme une musique qui appellerait à la victoire. » Je précise que l'on sait que la soldat était une femme et lui un homme, car le poème ne s'arrête pas là, et plus loin est indiqué en détail ce qu'il prévoit de faire avec elle, et ne laisse plus vraiment de doute sur leur sexe respectif. Bon, dans tous les cas, et comme vous pouvez le voir, ce n'étaient pas les genres qui étaient spécifiquement attirants, mais c'était eux qui définissaient comment nous pouvions l'être, et ce par rapport à la société. Plus on portait sur soi un signe extérieur d'aide à la société vis-à-vis de notre genre, et plus on était attirant. En ce qui concernait toute personne associée à un culte, chacune des marques relatives à ce culte, et donc au service rendu à leur dieu, formait une attirance et donc un critère de beauté supplémentaire. Par exemple, l'un des cultes de San Diocru, le dieu de la violence, était le culte du poing. Les membres de ce culte étaient des paladins, c'est comme ça que l'on nomme les soldats qui appartenaient à une église. Et leur culte considérait que, pour servir Dieu, il fallait faire preuve de la plus grande brutalité en utilisant uniquement ses poings. Leur marque de beauté était ainsi relative à la dégradation de leurs mains. Plus leurs doigts étaient fracturés, plus leurs poings étaient en lambeaux, et plus ils étaient considérés comme attirants. On trouve ainsi de nombreux dérivés de la beauté à travers les pays et donc les religions de status, dont certaines, comme nous l'avons vu à l'instant, allaient en contradiction avec la notion de santé. Autre exemple, pour l'un des cultes de Natantapus, le dieu de la végétation, porter le plus de signes extérieurs que l'on était en contact permanent avec la végétation était un indicateur de beauté, ce qui n'était pas toujours très bon sur le plan sanitaire. Et je ne parle même pas d'Aquividus, le dieu des marécages. Pour les prêtres d'Obsébrus, le dieu de la nuit, la pâleur était un critère de beauté. Moins on était en contact avec le jour, et donc le soleil, mieux c'était. En inversion complète avec, justement, le culte du soleil de Dysphakal, où là, le teint foncé était perçu comme très attirant. Enfin, pour Kevermoth, le dieu du chaos,
Plus un corps et un visage étaient symétriques, et moins cela était considéré comme esthétique. Beaucoup de cas de ce que l'on pourrait appeler de la chirurgie esthétique ont été notés dans ce pays, par l'amputation de membres, et notamment, un fait très courant chez les femmes, celui de se couper l'un des deux seins. Et tant qu'à parler d'altération physique, si vous vous rappelez de l'insekomen, la technique qui consistait à inscrire sur son corps le nom absolu d'une personne décédée, eh bien un porteur d'insekomen était considéré comme extrêmement attirant. En effet, le porteur était vu comme une double personne, lui additionné à l'essence et l'esprit de celui qui lui était gravé. Dès lors, il était perçu quasiment comme l'équivalent d'un demi-dieu, ou tout du moins d'un surhomme. Dans leur croyance, cela signifiait qu'il possédait en lui 2 savoirs, donc 2 fois plus de compétences pour aider la société, et 2 fois plus de capacité de faire jouir son ou sa partenaire. Alors, bien entendu, je parle là d'attirance pour des attributs physiques, mais les attributs intellectuels existaient également, notamment pour tout ce qui était les genres rattachés à l'esprit, comme les conteurs, érudits, moines, etc. Pareil pour certains cultes, comme celui de Diplortica, ou Spintevis, la déesse de la philosophie. Enfin, on pourrait parler des signes extérieurs de richesse, en quelque sorte, et bien que ce soit plutôt relatif au fait d'être en relation avec des personnes hautement placées dans la hiérarchie. Ces personnes étaient elles aussi vues comme attirantes, mais pour une raison différente de notre société contemporaine. Elles étaient perçues ainsi car un signe de haute position hiérarchique semblait indiquer que la personne possédait plus de responsabilités, ce qui sous-entendait qu'elle servait d'autant plus la société. Ce n'était pas toujours le cas, mais c'était ainsi que cela était perçu. Le dieu de la beauté, Suppormacanthe, possède une histoire assez particulière. Dans la mythologie, il est lié à Créomars, la déesse des arts. Pour l'histoire, au départ, Créomars faisait partie intégrante du corps de Suppormacanthe. Mais un jour, ce dernier voulut que sa beauté soit transposée sur un support, afin qu'elle soit transmise à travers les âges. Malheureusement, il ne parvint à trouver personne qui fût capable de faire cette retranscription à la hauteur de sa beauté. C'est alors qu'il décida de s'arracher les yeux et la langue, qui, lorsqu'il les projeta hors de son corps, donnèrent naissance à Créomars. Suppormacanthe, désormais privé de ses yeux et sa langue, devint l'incarnation de ce qui est observé, alors que Créomars, qui avait ses yeux et sa langue, devint celle qui regarde et transmet. Parler de Créomars va justement nous permettre d'opérer la transition vers l'art. Sa religion était basée sur 3 cultes, qui étaient le réel, l'abstrait et l'esthétique. Le culte du réel considère l'importance de représenter les choses telles qu'elles le sont à leur état naturel. Inversement, le culte de l'abstrait, lui, considère l'importance de l'art comme la création de formes qui n'existent pas. Le culte de l'esthétique, quant à lui, est un culte qui n'était pas présent au commencement de cette religion, et n'est apparu qu'en moins 4325. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on retrouve les premiers écrits le mentionnant. Ce culte se base sur la nécessité de créer des formes considérées comme esthétiques, et qui définit que représenter le réel ne doit être fait que si on le sublime. De ce fait, des 3 cultes, c'est celui qui se rapproche le plus de Suppormacanthe. Les premières formes de création artistique remontent à plusieurs siècles avant l'écriture sur pierre. Ils utilisaient alors de la terre pour peindre sur les parois des grottes. Cependant, les premières traces de l'art primarien tel qu'il a été périclité se situent aux alentours de moins 6400 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'apparaît une forme d'art qui sera retrouvée partout, à savoir le calart. C'est ainsi en tout cas qu'il a été nommé par les chercheurs, à partir du cal, qui est, je le rappelle, l'instrument de métal pour écrire. Dans la mesure où les primaires n'utilisaient ni encre, ni peinture, ni autre forme de pigment, les cales étaient la seule méthode qu'ils estimaient viable pour apposer une forme sur une surface. Rapidement, un usage autre que l'écriture a commencé à apparaître, afin de concevoir des assemblages de formes géométriques qui évoquaient des éléments de la vie des habitants. Le calart, au départ restreint car sujet au problème du manque de surface disponible, a fini par se démocratiser avec l'arrivée de l'écriture sur bois. Au moment de l'écriture sur papier, bien plus qu'un art, il s'agissait alors de toute une philosophie prise extrêmement au sérieux, au même titre que peut l'être la calligraphie japonaise. Bien entendu, dès la Révélation, le calart a été intégré rétroactivement à l'histoire de l'art de l'humanité, et plusieurs livres, notamment celui paru chez Taschen, permettent de découvrir en détail l'histoire de son évolution. Même si je pense qu'ils devront revenir dessus un jour, car ils ne font mention que du calart de l'époque de Primae. Or, depuis la Révélation, on a pu voir une réappropriation de ces codes, notamment chez les street artistes. Cela reste donc une affaire à suivre. En tout cas, et pour rester dessus, au commencement, pendant l'écriture sur bois, il existait 2 mouvements pour cet art. Les concatistes, qui considéraient que cela n'avait pas d'importance si les signes se touchaient, pour eux, seul comptait la forme finale. La complexité de ce mouvement du calart était qu'il fallait faire attention aux accumulations de chauffe.
Cependant, certains d'entre eux, parmi les plus expérimentés, parvenaient à en jouer pour réaliser des textures à l'aide de ces accumulations. Par opposition, l'autre mouvement était celui des répartistes, qui considéraient que la séparation des symboles était ce qui en faisait toute la nuance, et qu'il était primordial de ne pas faire se toucher les symboles. Certains d'entre eux se basaient sur une simple non-juxtaposition des symboles, mais d'autres allaient jusqu'à tout répartir sur une grille sur laquelle chaque figure était équitablement répartie. Un point intéressant vis-à-vis des répartistes est que, de par son côté très structuré, il a permis la conception de nombreuses formes qui sont devenues ce que l'on pourrait nommer des pictogrammes officiels pour de nombreux éléments. Par exemple, celui d'un poisson, celui du crocs, celui d'une maison de la plaine centrale, celui de l'un des dieux, etc. Il pouvait même arriver qu'un artiste se voit demander une réalisation en CalArt sous la forme d'un tatouage. C'était évidemment très douloureux, mais finalement largement plus tenable que l'Insecomen, dont l'application non officielle était d'ailleurs interdite. Sur le coup, les lois primaréennes ne rigolaient pas du tout avec ça. Et si le principe vous séduit et que vous souhaitez avoir un CalArt sur la peau, sachez que des tatoueurs se sont mis à le proposer. Vous en trouverez plusieurs sur Instagram. Bien entendu, ils le font en dessin à l'aiguille, non avec des marques au fer rouge, on est d'accord. Par la suite, aux alentours de moins 4390, en plein pendant la Révolution jeune, un troisième mouvement est arrivé, principalement soutenu par la jeunesse des villes noyaux. Ce nouveau mouvement, on le nomme les conglomistes, et il réutilise les codes des deux autres sans contrainte, mais en y apportant quelque chose en plus, à savoir l'usage des micros, une chose que les deux autres mouvements s'étaient toujours interdit. Le mouvement des conglomistes avait principalement pour but de libérer le CalArt, et, selon leur dire, lui permettre de s'affranchir des anciens codes pour être exploité comme les artistes le voulaient. On retrouve d'ailleurs une forme de manifeste des conglomistes qui permet de voir leur état d'esprit. Je cite: « Nous ne sommes pas présents pour oser imposer le sens et la technique qui définirait comment la forme doit être forme. Chacune des étapes qui amènera le créateur vers l'aboutissement de son œuvre ne saurait être mauvaise, et seul le créateur est à même de juger le choix de sa forme. » Voilà, et qui s'avère être en totale contradiction avec la philosophie des deux autres mouvements. Je tiens quand même à terminer ce point du CalArt sur une parenthèse qui m'énerve un peu, concernant un article dans le magazine Beaux-Arts. Un jeune artiste a fait parler de lui en réalisant des œuvres en CalArt, je cite, « comme à l'époque ». Bon, alors, le problème c'est que ce jeune homme ne s'est manifestement pas très bien renseigné et... Bon, déjà, outre le fait qu'il ne l'a pas indiqué mais il semble faire du répartisme, c'est surtout qu'il utilise des formes qui n'ont rien à voir, comme ce triangle-là. Alors, oui, j'imagine que c'est plus pratique pour les coins, mais il n'a pas d'existence historique. Pas plus que ces rectangles, ou ces demi-cercles. Donc, c'est bien beau de monter sa notoriété sur une pratique que l'on dit être comme à l'époque, mais au moins si vous faites ainsi, faites-le consciencieusement jusqu'au bout. Bref. Terminons en sortant un peu du CalArt, car malgré sa dominance sur Status, d'autres formes de création artistique, y compris non picturales, pouvaient exister. Par exemple, il y avait le mandax, une forme du théâtre qui insistait très fortement sur son aspect artificiel, et qui était particulièrement apprécié dans la plaque occidentale. Dans le pays de Natantapus, le dieu de la végétation, il était pratiqué une forme d'ikebana, l'art des fleurs japonais. Dans les archipels orientaux, on pouvait dire que l'architecture était établie à un niveau artistique. Enfin, dans l'entaille subarctique convexe, où se trouvaient de nombreuses grottes à gisements de minéraux pigmentaires, l'art de la peinture sur roche s'est diversifié. Cependant, de par l'omniprésence du CalArt, il est resté considéré comme une forme primitive de représentation visuelle, et n'a jamais vraiment été porté sur d'autres supports. A noter pour terminer que l'écriture de contes et d'histoires n'était pas considérée comme un art. En cela, ce n'était pas du tout pour le dévaluer, bien au contraire. Les primaires considéraient le fait de raconter des histoires si important qu'ils l'établissaient dans une catégorie qui lui était propre. Dans tous les cas, et pour conclure, on se rend compte qu'un marqueur de l'évolution d'une civilisation apparaît quand celle-ci commence à analyser la représentation du monde qui l'entoure. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir ses détails d'art et de beauté. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.